on va pouvoir commencer la conférence. D'autres personnes pourront nous rejoindre en cours. Donc ça va se passer assez simplement. Une première phase de 1 heure pendant laquelle on va discuter des 3 sujets évoqués, c'est-à-dire les 3 étapes pour réussir votre potager en ce début d'année, en ce printemps qui commence, ce printemps qui est chaud et froid en même temps, on ne sait pas trop, ce printemps qui est troublé par le dérèglement climatique. Et donc, on va parler de 3 sujets différents, et puis on aura un temps pendant une demi-heure pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, et je vous y répondrai en direct, et je pourrai même faire des petits schémas derrière moi, si jamais l'envie me prend. Ok ? Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, 3 étapes pour réussir mon potager. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je préfère quand même faire une petite introduction rapide sur la permaculture, puisqu'il y a souvent ce résumé qui est fait de la permaculture, c'est faire un potager bio. La permaculture, c'est faire une butte de culture. Il ne faut surtout pas faire ce raccourci-là, puisque nous, notre mission aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner la transition écologique et sociétale et de recréer, de réaménager notre environnement. Et la démarche qu'est la permaculture nous permet d'atteindre cet objectif, nous permet d'accompagner les personnes dans cette dimension-là. Si on était uniquement sur l'aspect potager, sur l'aspect créer des potagers à droite à gauche, ça serait génial, mais ça ne suffirait pas pour faire la transition. Donc la permaculture, c'est avant tout une philosophie, des principes, qui nous invite à imiter les écosystèmes pour aménager nos installations humaines. Donc on a au cœur de cette philosophie-là, vous le connaissez sûrement toutes et tous, les 3 principes de prendre soin de la terre, prendre soin des gens, des hommes et des femmes, et puis partager équitablement les ressources et les connaissances. D'accord ? C'est pas écrit, mais c'est quelque chose que je rajoute tout le temps. Partager les connaissances, c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, en même temps, j'allais dire, et c'est extrêmement important. Donc ensuite, on a un ensemble de principes qu'on va respecter à travers chaque projet. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces principes puisque je n'aurai pas le temps, sinon pour vous parler spécifiquement justement du potager. Mais on pourra en parler à la fin, si vous le souhaitez. Si vous devez expliquer simplement et rapidement, mais alors quelqu'un vous pose la question, mais qu'est-ce que c'est la permaculture ? Voilà la définition que je donne aujourd'hui. Parfois elle évolue. Voilà celle à laquelle je suis arrivé aujourd'hui. La permaculture, c'est créer des écosystèmes utiles. Utiles à l'homme avec un grand H. C'est accueillir à nouveau la nature dans notre environnement. Puisque créer des écosystèmes utiles, on pourrait dire utiles à la nature, ça n'a pas de sens. D'accord ? La nature n'a pas besoin, la nature a simplement besoin de vivre, elle a simplement besoin d'être accueillie à nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai écrit en dessous accueillir la nature à nouveau. Donc nous on a un ensemble de besoins. On a besoin de manger, on a besoin de boire, d'accord ? On a besoin de se retrouver, d'avoir une vie sociale, on a besoin de se divertir, on a besoin d'être en bonne santé, de se ressourcer. Alors, tous ces besoins-là, assez simplement, le bon sens voudrait que nous y répondions dans nos environnements, là où on habite, quand on passe le pas de la porte, quand on est dans notre rue, là où on va travailler, donc autour de notre entreprise, de notre association. Tout simplement, notre environnement devrait répondre assez naturellement à nos besoins. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aménagements dans nos villes, dans notre jardin, qui vont répondre souvent à 1 ou 2 besoins. D'accord ? On a une pelouse, par exemple, voilà, on peut y faire des pique-niques, on peut jouer au ballon dessus, voilà, ça va répondre à quelques besoins. Eh bien, l'idée de la permaculture, c'est répondre au maximum de nos besoins dans notre environnement. Recréer des écosystèmes utiles avec, par exemple, un jardin en permaculture, ça peut être un jardin où on va avoir des espaces pour se ressourcer, on peut avoir un espace pour l'apéro, pour inviter des amis, la convivialité, on va avoir un espace pour que les enfants puissent jouer, on va avoir un espace pour cultiver, pour avoir des fruits et des légumes, un espace pour des plantes aromatiques, un espace pour avoir plutôt peut-être des poules si on veut des œufs également, un espace pour avoir une petite promenade, un espace où c'est plus sauvage, voilà. C'est vraiment comment on intègre plein de besoins différents et comment on va les harmoniser, comment chaque zone va être à côté d'une autre selon la proximité nécessaire, selon les usages, selon les observations qu'on va faire du terrain, selon la distance de la maison, etc., etc. Voilà. Donc la définition actuellement que je donne de la permaculture, créer des écosystèmes utiles. Voilà, c'était important pour moi de reposer ça, mais on va parler évidemment aujourd'hui de potager, et du potager inspiré de la permaculture, c'est-à-dire le potager où on va intégrer les principes de permaculture dans les principes de culture, de cultiver des fruits et des légumes. Ok ? Alors si c'est bon pour vous, on va pouvoir démarrer par la première question, qui est comment aménager son potager ? Eh bien, c'est un début, puisque certaines d'entre vous ont déjà des potagers, et peut-être d'autres n'en ont pas encore. Ou alors peut-être que vous en avez déjà et que vous en voulez plus.
Ici, je vais vous partager la méthode la plus courante que j'emploie chez mes clients, puisqu'il y a évidemment différentes méthodes. C'est le principe même de la permaculture, c'est de trouver des façons de faire adaptées à notre contexte, à nos envies et à notre terrain. Donc ici, sur la petite image de gauche, vous voyez un gazon, d'accord. Bon, j'ai même fait exprès de montrer un gazon avec simplement des lamelles, des rouleaux de gazon. Et sur la photo de droite, en fait, il y en a qui vont reconnaître le jardin. On est dans le jardin de la famille Dana. Eh bien, on a des potagers tels que, dans la majorité des cas, je les conçois et nous les aménageons chez Arbois Culture. Alors, du gazon au potager esthétique et fertile. Comment on va faire? Eh bien, première étape, on va parler de fertilité. Donc la fertilité du sol, c'est le taux en matière organique, l'aération du sol, la vie dans le sol, les bactéries, les champignons, les vers de terre et autres insectes. Tout cet ensemble-là va permettre d'avoir un sol fertile. Sauf que, quand on commence avec un gazon, eh bien déjà, dans la surface du dessus, eh bien on a le gazon. Le gazon, c'est une graminée qu'on va tondre régulièrement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'enracinement va se développer de plus en plus, devenir de plus en plus dense, puisque la plante est stressée en étant tondue régulièrement. Donc, on obtient une couche très très dense qui limite la fertilité du sol, puisqu'on ne va pas avoir de matières qui vont se décomposer. On va avoir quelque chose qui va très vite absorber l'eau. Et donc, globalement, du gazon tel quel, souvent, ne s'enrichit pas, voire au contraire appauvrit le sol, puisque les racines vont pomper de plus en plus de matière dans le sol, puisqu'elles ont besoin d'un maximum d'énergie. Elles subissent le stress d'être tondues. En dessous du gazon, on a la couche de terre arable. La surface de terre arable, c'est la surface qui est délimitée entre justement les plantes ou encore la couche d'humus, quand on a de l'humus comme en forêt, quand on soulève les feuilles, la matière très riche, la matière organique, et la couche géologique, qui est la couche du dessous, qui va changer en fonction des régions. Ça peut être la craie, ça peut être l'argile, voilà, ça peut être la roche, il y a différents types de couches géologiques. La terre arable, vous voyez, j'ai volontairement mis une image à côté de terre de remblai, puisque dans certains jardins, et malheureusement, quand on fait des aménagements, eh bien, il y a eu la très bonne idée. On va abattre un bâtiment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va étaler tous les gravats dans le jardin, et puis on va mettre une fine couche de terre par au-dessus, pour pouvoir faire quoi? Semer du gazon, puisque le jardin ne va servir à rien d'autre que semer du gazon, donc c'est pas un problème d'enfouir des gravats. Voilà. Donc ça, je l'ai retrouvé dans pas mal de cas, notamment dans des projets avec des écoles ou avec des collectivités, des endroits comme ça dans la collectivité où on est sur de la terre de remblai, et aussi dans certains jardins. Donc vous allez voir que la technique qu'on va aborder va être intéressante même dans le cas de jardins avec de la terre de remblai. Si jamais certains ont des jardins comme ça. Si vous avez un terrain avec de la terre de remblai, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour voir un petit peu s'il y en a qui sont dans ce cadre-là. Et enfin, en dessous... Pardon ? Comment on reconnaît si c'est de la terre de remblai ? Alors comment on reconnaît si c'est de la terre de remblai ? Très bonne question d'Élanis. Tout simplement, on va mettre un coup de bêche. Donc on va prendre une bêche, on va mettre un coup de bêche dans son gazon, et on va regarder comment la bêche s'enfonce ou pas dans le sol. Si on voit qu'elle s'enfonce très difficilement à dépasser la couche du gazon, c'est sûrement qu'on a du coup des matières, des cailloux, donc du remblai. Le remblai, ça peut être des briques, des tuiles, du verre, c'est de la roche, du béton, ça peut être plein de choses comme ça, c'est vraiment des débris. Soit on peut complètement faire un carottage, ce qu'on va faire quand on fait un projet pour analyser son sol. On fait un carottage complet, donc 4 coups de bêche pour découper un bloc, et on le retire, et là on va voir un peu l'état du sol. Et donc si c'est du remblai, on le voit tout de suite, c'est plein de caillasses qui en sortent. D'accord. Donc en dessous, la dernière couche, ici celle que je vous ai présentée sur l'image, eh bien c'est l'argile, c'est celle qu'on a aussi le plus souvent dans notre région dans le nord, d'accord. Et donc c'est une couche qui est à la fois avec des contraintes et aussi des points positifs. La contrainte principale, c'est que si jamais on remonte l'argile, eh bien, le sol en surface s'imperméabilise, d'accord, ça devient très, très dense. C'est très compliqué pour des cultures comme les carottes, tout ce qui est culture globalement de légumes racines. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Et ça va appauvrir aussi le sol, puisque là, pour enrichir de l'argile, c'est compliqué, puisque l'argile va vraiment s'agglutiner, rester collée, et donc ça va être difficile pour les bactéries et puis les champignons et les insectes d'intégrer tout ça dans le sol. Par contre, la couche géologique argileuse est très intéressante, puisque les vers de terre, naturellement, vont venir ingérer de l'argile et le mélanger dans leur organisme avec de l'humus, d'accord, pour créer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, qui est un équilibre très intéressant en termes de sol. Ça nous donne un sol à la fois riche et grumeleux, d'accord. Donc après, je pourrais vous faire le schéma du complexe argilo-humique si vous voulez sur le tableau derrière. On est un peu plus dans les molécules, donc je vais passer là-dessus, mais vous pourrez me reposer la question si vous voulez.
Donc voilà, déjà la fertilité du sol, voici les différents éléments à analyser. Maintenant, comment répondre à rapporter de la fertilité dans le sol? Eh bien, voici les éléments indispensables et facilement récupérables de la manière la plus potentiellement gratuitement. Vous pouvez avoir du coup ces différents éléments. Nous avons déjà le BRF. Le BRF qui veut dire bois raméal fragmenté, d'accord? Vous voyez un arbre, vous voyez les rameaux de l'arbre. C'est quand on va couper une haie, quand on va tailler un arbre, etc., et qu'on va broyer ces rameaux. Donc le BRF, c'est excellent pour apporter des champignons, des bactéries, pour apporter donc beaucoup de carbone, d'accord? Carbone qui est la base de la matière organique, pour créer la matière organique. Et il faut faire attention quand on prend du BRF à prendre du BRF de feuillu, d'accord? Puisque on peut aussi avoir du résineux. Le résineux va acidifier le sol, ce qui ne va pas être intéressant pour le potager, puisqu'on cherche à avoir un pH neutre dans un potager. Ensuite, on a juste à côté, vous voyez, la tonte, l'herbe, d'accord? Tout simplement là de la matière verte. C'est la matière qui va être azotée, donc qui va compenser le carbone, puisqu'on a besoin d'avoir un équilibre carbone-azote dans notre sol. Donc la tonte, c'est assez facile à avoir. Vous pouvez tondre votre gazon si vous en avez des surfaces assez grandes, le stocker à côté. Ce qui est important, c'est de le faire sécher si vous voulez l'utiliser en paillage. Mais si vous voulez l'incorporer dans votre sol à la création du potager, comme on va le voir juste après, même pas besoin de le faire sécher. Vous pouvez aller demander aux voisins leur poubelle de gazon s'ils en ont. Voilà, c'est assez facile à récupérer. Le BRF, c'est pareil. Si jamais vous avez des voisins qui vont tailler leur haie, etc., vous restez à l'affût et vous récupérez un peu le BRF, vous le stockez en attendant de pouvoir l'utiliser. Et enfin, troisième élément, le compost. Donc le compost, on peut le faire à la maison, ou alors le compost, on peut éventuellement le récupérer, encore une fois, chez des voisins, ou dans les collectivités, même dans les déchetteries maintenant, ils font souvent le compost, et vous pouvez venir récupérer du compost. Après, ça dépend dans quelle collectivité vous habitez, il y a des collectivités qui vont vraiment mettre ces services un peu écologiques en place, vous pouvez récupérer du compost, d'autres non, il faut un peu plus chercher. Et voilà les 3 éléments indispensables. Ensuite, la hauteur. Dans la création des potagers, vous l'avez vu déjà dans ce que j'expliquais avant, et ceux qui connaissent un peu les jardins et qui connaissent un peu les designs qu'on a pu réaliser, la plupart des potagers, la majorité des potagers qu'on aménage sont surélevés. Alors pourquoi? Un potager peut aussi être ergonomique et esthétique, et pas seulement productif. L'ergonomie, c'est déjà très important. Quand on est sur un potager qui va faire 20 à 30 cm de hauteur, eh bien, on va pouvoir cultiver sans se casser le dos. Pour ceux qui veulent essayer, vous pouvez juste vous mettre par terre sur les genoux et vous abaisser jusqu'à mettre les mains au sol. Vous allez voir que vous allez ressentir une tension dans votre dos à partir d'une certaine hauteur. Ça va y avoir une petite tension dans le dos. Quand on cultive un potager à même le sol, cette tension, vous l'avez constamment. Dès que vous devez semer, dès que vous devez démarier des légumes, dès que vous faites un travail qui va prendre du temps, qui va vous demander d'être pendant longtemps accroupi à côté de votre potager et qui va au final bien vous user le dos et vous décourager quand vous devez cultiver. Donc créer une bordure de 20 à 30 cm, ça vous permet, donc, quand vous vous agenouillez pour cultiver, de garder le dos droit et de pouvoir mettre vos mains dans la terre en gardant le dos droit. Et ça, c'est très confortable. Premier élément. Deuxième élément, eh bien, la matière organique. J'ai montré juste avant la matière organique qui est intéressante d'incorporer, d'ajouter pour créer un sol fertile. Et bien évidemment, qui dit incorporer de la matière organique, dit augmenter la hauteur du sol, d'accord? Puisque forcément, on va rajouter de la matière. Donc les bordures, ça permet de maintenir cette matière qu'on va ajouter. Donc c'est vachement intéressant. Et avant-dernier élément, l'entretien. Puisque quand on a une bordure, eh bien, ça va faciliter l'entretien. D'un côté, on a le gazon, par exemple, ou le chemin. On va tondre ce gazon, on va couper un peu, on va débroussailler les bordures. Et de l'autre côté, on est dans le potager. Et bien là, on va désherber à la main. On va mettre du paillage pour éviter trop de désherbage et on va le faire à la main. Et enfin, du coup, dernier élément, l'esthétisme. C'est un peu comme quand on fait un dessin et qu'on le met dans un cadre. Un potager entouré d'une bordure, c'est souvent beaucoup plus esthétique que s'il était à ras le sol, à même le sol directement. D'accord ? Donc, voilà tous les intérêts pour faire des potagers surélevés. C'est pour ça qu'on les retrouve dans la majorité de nos projets. L'ergonomie, l'esthétisme, l'apport de matière organique et l'entretien. Voilà. Convaincu ou pas? Maintenant, vous avez différentes façons de faire des bordures. Vous voyez, je vous ai montré un peu différentes photos. On en a une, celle mieux, on est dans le jardin de Denis. D'ailleurs, il y a une petite intervention demain dans le jardin de Denis. On a des bordures en tuiles. D'accord ? Des tuiles, quand c'est bien fait, quand c'est bien mis, ça peut faire des très belles bordures. C'est intéressant, ça va aussi chauffer un peu le potager avec le soleil. On a des bordures à gauche en bois tressé.
D'accord, c'est très joli aussi, ça tient un peu moins dans le temps. Et puis on a les bordures après tout à droite en planche, d'accord, qui là peut aussi être très durable, puisqu'on peut utiliser du bois qui est biosourcé et qui va être classe 4 pour avoir des bordures qui sont très belles et qui tiennent dans le temps. Simplement, on va avoir des formes souvent un peu plus rectilignes avec le bois, alors qu'avec les autres, on peut faire des formes qui vont un peu tourner, qui vont être ovales, qui vont être en arc de cercle, etc. Ok. Donc voilà le deuxième facteur, la hauteur. Maintenant, les étapes à suivre, donc les 6 étapes à suivre pour aménager votre potager en partant d'un gazon. Vous avez eu les éléments juste avant, maintenant je vais vous expliquer les étapes. Vous pouvez noter, hein, si vous voulez. Première étape, trouver l'emplacement. Voilà mes conseils très rapidement pour trouver le bon emplacement pour faire votre potager. Le potager, on a tendance à le mettre au fond du jardin. On a tendance, comme les anciens le font souvent, un carré de grillage à l'intérieur de la terre à nu, c'est au fond du jardin et on va faire son potager là-dedans. Bah souvent déjà c'est pas du tout esthétique, d'ailleurs c'est pour ça on veut le cacher, on veut le mettre au fond du jardin. Moi là ce que je vous invite à faire c'est, dans le modèle où on voit des potagers qui peuvent être très esthétiques comme on a là, dans le modèle où on va faire des associations de légumes, des massifs, où on va intégrer des fleurs comestibles dans le potager, eh bien vous allez créer des potagers qui vont être très esthétiques. Donc partez sur un emplacement qui est proche de votre maison, parce que le potager c'est de l'entretien. De l'entretien en fonction de certaines périodes, comme au printemps notamment, on a beaucoup d'entretien à faire pour cultiver. Eh bien, si le potager est très loin, vous allez faire des allers-retours et vous allez vous épuiser à aller tout au fond du jardin dès que vous devez arroser un peu vos semis ou alors que vous devez rajouter quelques plantations. Donc, plus le potager est proche de la maison, moins vous allez vous épuiser pour l'entretenir. Premier principe pour placer votre potager. Deuxième principe, évidemment, c'est l'ensoleillement. Le potager doit être placé à l'endroit le plus ensoleillé du jardin. On peut toujours avoir des cultures, des plantations adaptées à la mi-ombre ou autre. Mais la priorité doit tout de même rester trouver un emplacement ensoleillé. Et dans certaines associations de légumes, on peut même, si on veut, recréer de l'ombre. D'accord ? Par exemple, en plantant des tomates au milieu d'un potager, derrière les tomates, on peut mettre des choses qui vont avoir besoin d'ombre. On verra les associations de légumes juste après. Donc, très important que ce soit proche de votre maison et qu'il soit ensoleillé. D'accord ? Après, idéalement, si vous avez un emplacement où la terre est déjà meilleure, eh bien, favorisez aussi l'emplacement où la terre sera meilleure. Ensuite, par rapport à la forme du potager, moi ce que je vous conseille, c'est des potagers qui font 1 mètre de large, je ne sais pas si je l'ai fait là, 1 mètre de large, sur plusieurs mètres de long, environ, je dirais, il ne faut pas dépasser 4 ou 5 mètres de long maximum, avant de créer une ouverture de votre potager, puisque sinon, ça vous demande de faire pas mal de temps pour faire tout le tour de votre potager, tout simplement. Donc, des planches, des bandes de 1 mètre de large sur 2 à 5 mètres de long, pas forcément rectilignes, qui peuvent suivre des courbes. Hein. Vous vous souvenez, si je reviens sur le schéma du début, là ici à droite, vous voyez, on est bien sur des potagers qui font 1 mètre de large, qui sont surélevés, ici on est sur des bordures en bambou, et qui sont courbés, qui suivent un arc de cercle qui est délimité en fait par le point central, vous voyez la pergola circulaire qui est un espace de convivialité, et le potager tourne autour de cet espace de convivialité. C'est également, puisque le terrain est en pente, que l'arc de cercle se fait dans le sens de la pente pour récupérer l'eau. Voilà, évidemment il y a différentes critères à prendre en considération, mais voilà principalement ce à quoi ça peut ressembler un potager qui va faire 1 mètre de large sur plusieurs mètres de long. Voilà pour l'emplacement. Par exemple, pourquoi un potager peut être en forme d'arc de cercle ? C'est parce qu'il peut tourner autour d'un élément. Si vous avez un arbre dans votre jardin, à un endroit qui est bien placé, et bien si vous faites un potager en demi-lune autour de cet arbre, ça va être très esthétique, ça peut être intéressant pour capter les rayons du soleil si vous le mettez au sud de l'arbre, d'accord ? Et ça peut économiser la place dans votre jardin, puisque ça va naturellement s'intégrer autour de l'arbre, vous n'allez pas d'un coup faire quelque chose qui va passer à travers le jardin et prendre toute la place. D'accord ? Donc les courbes dans le potager, c'est pas seulement de l'esthétique, c'est aussi de l'utile, c'est aussi de l'optimisation de l'espace. Voilà pour trouver l'emplacement. Deuxième étape, donc dans le cadre d'un gazon qu'on transforme en potager avec la méthode que je vous ai un peu présentée. Enlevez les mottes. Donc là, sur une profondeur d'une bêche, voire une demi-bêche, vous allez enlever toutes les mottes. Donc découpez déjà tout le cercle de toute la délimitation de votre potager. Vous pouvez commencer par faire un piquetage, mettez des piquets pour voir un peu du coup à quel emplacement vous mettez votre potager. Vous découpez tout ça et vous vous arrêtez avant l'argile. D'accord ? Si votre sol est argileux ou même si votre sol est calcaire ou si vous avez, en tout cas, quand vous atteignez la couche, d'accord, géologique en dessous, comme on l'a vu avant, eh bien, il ne faut surtout pas la faire remonter cette couche géologique. Si elle est au fond du sol, c'est qu'il y a un intérêt, d'accord, c'est que c'est important. Il ne faut pas renverser cet équilibre-là. Sinon, vous allez vous compliquer la culture derrière. Donc, vous enlevez les mottes jusqu'à arriver à la limite de la terre arable, d'accord. Ces mottes, vous les mettez sur le côté. Donc, vous enlevez tout ça. Il y a une question de Véronique. Je me demande comment enlever le gazon sans se faire mal au dos et sans utiliser le motoculteur. Alors,
Pour ça, il faut venir à un de nos chantiers participatifs. On était encore en chantier là samedi. Il faut le faire à la bêche. Alors, il faut inviter des amis pour le faire, si jamais vous avez mal au dos, etc. Le motoculteur, il va complètement tout retourner, tout casser, etc. Ça va être un travail ça va faire ça de manière un peu grossier et ça va pas du tout vous aider. Il faut inviter la famille, les amis, les voisins pour faire ce travail-là si jamais c'est trop physique pour vous. Avec une bêche, en gardant le dos bien droit quand on enfonce la bêche, bon, je ne peux pas vous le montrer, je suis dans le bureau, mais l'idée c'est de tenir la bêche et de mettre son poids pour enfoncer la bêche en gardant le dos droit, et après de plier les jambes quand on va soulever la bêche. On plie les jambes, parce que beaucoup le font comme ça, on a le dos penché, voilà, quand on utilise la bêche. Ça, c'est des gestes un peu qu'on peut utiliser pour économiser son dos quand on utilise la bêche. Mais en tout cas, il faut le faire avec une bêche. Donc on va faire tout le contour du potager, et ensuite on va découper, on va faire un peu un puzzle, on va découper des mottes, et hop, on enlève motte par motte, des mottes de cette taille-là à peu près, hop, on les enlève. Et on enlève sur toute la surface. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on a notre potager qui va être donc creusé, on va avoir un creux avec la forme du potager qu'on a déterminé, et bien on va décompacter plus en profondeur, sans retourner le sol. Donc on va utiliser soit une grelinette, soit une fourche bêche. Dans ce genre d'aménagement, j'utilise des fourches bêches, puisque la force va être concentrée sur un même point. Donc une fourche bêche, c'est une bêche, mais avec des 4 dents, d'accord. Donc on enfonce la fourche bêche, on remue un peu le sol, d'accord. On aère, on sent que ça se casse un peu, mais surtout on ne retourne pas, d'accord. Ce qui va permettre d'oxygéner le sol, d'apporter de l'oxygène, de faire remonter les vers de terre, de l'aérer, d'accord. Très important pour la prochaine étape, puisque la troisième étape, ça va être d'ajouter le BRF, d'accord. Donc là, les copeaux de bois dont on a parlé juste avant, c'est le moment de les mettre, après avoir décompacté. Du bois, s'il est dans un milieu anaérobie, il ne se décompose pas. En milieu anaérobique, le bois ne se décompose pas. C'est comme ça qu'on retrouve des choses fossilisées. C'est pour ça que dans l'eau, vous avez des troncs d'arbres parfois qui restent là tout le temps dans l'eau, puisque dans une rivière ou autre, puisque ça ne peut pas se décomposer en milieu anaérobique. Donc on intègre le BRF, qui va nous apporter des champignons, des bactéries, du carbone, qui va garder l'eau en profondeur, d'accord, qui va absorber l'eau, et puis qui va pouvoir la redistribuer grâce aux champignons mycorhiziens, aux légumes que vous planterez par-dessus. Et du carbone. Ensuite, on ajoute, après avoir ajouté le BRF, on ajoute de la tonte. Donc là, l'herbe, tout ce qui est vert, ça peut aussi être des plantes sauvages ou autres. Simplement, ce qui est très important, c'est que ça ne soit pas, en graines. Parce que sinon, vous allez mettre plein de graines, évidemment, dans le potager. Donc, il ne faut pas que ce soit en graines. Ensuite, on arrive à la quatrième étape. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va remettre les mottes à l'envers. Puisqu'on va mettre l'herbe du côté de l'herbe qu'on aura mis. Hein, d'accord ? On aura notre sol décompacté, notre BRF, notre herbe. On remet les mottes à l'envers avec l'herbe, et là cette fois-ci donc on a notre terre arabe, notre surface de terre arabe qui est en surface. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va casser les mottes, donc là pareil à la bêche, on fait travailler les trapèzes, hein, on va casser les mottes, et ensuite on va passer un râteau, d'accord, pour affiner le sol. Alors dans le cadre où vous avez la possibilité d'avoir plus de terre, puisque vous avez un endroit, je ne sais pas, vous creusez une mare, ou alors vous avez la possibilité de récupérer de la terre arable, eh bien ça peut être intéressant de rajouter un peu de terre à cette étape-là pour surélever encore plus votre potager. Voilà, mais c'est possible sans, d'accord. Une fois que vous avez bien décompacté et ratissé, eh bien, vous allez pouvoir ajouter le compost, d'accord. Donc c'est le moment d'ajouter le compost, 5 à 10 cm de compost, notamment quand on est sur la première phase d'aménagement du potager, pour apporter quand même de la richesse, parce qu'on est bien sur une terre qui n'a pas été enrichie depuis un moment. Et enfin, sixième étape, eh bien, vous paillez, puisque bien sûr on ne laisse jamais la terre à nu. Et donc, vous mettez une couche de paillage. Alors, si jamais vous le faites là en ce moment, vous allez devoir aussi assez rapidement potentiellement faire des semis, d'accord, ou des repiquages. Donc, c'est pas possible de mettre un paillage trop important, puisqu'après, pour faire vos semis, il va falloir à la fois l'enlever ou l'écarter, d'accord. Donc, à cette période-ci, vous mettez une petite couche de paillage, d'accord, environ 5 cm de paillage. Pour le paillage, l'idéal, c'est de la tonte séchée. Donc, de la tonte, mais que vous avez laissé un peu vous tonder. Vous laissez pendant 2 jours, notamment s'il y a du soleil, directement sur l'herbe, elle sèche, et après vous passez avec le râteau à feuilles, hein, vous récupérez cette tonte, et c'est bon, vous la mettez directement sur votre potager en paillage. Si vous n'avez pas ça, eh bien vous pouvez prendre du foin, donc là il faut essayer d'aller regarder avec l'agriculteur, le maraîcher du coin pour récupérer du foin, ou de la paille, d'accord. Et à l'automne, bien sûr, vous pouvez utiliser des feuilles mortes, voilà. Et donc quand on est sur un aménagement, non pas en ce moment, mais en automne ou en hiver, là il faut mettre une grosse couche de paillage. On va être sur 15 à 20 cm de paillage, ce qui va permettre de bien garder l'humidité, de bien protéger du gel, pour que la vie du sol continue pendant l'hiver et prépare votre potager pour la saison d'après. On n'est jamais mieux servi que par la nature, d'accord ? Voilà pour les étapes à suivre pour aménager votre potager. Donc, mémorisez bien, je pourrais éventuellement envoyer le PowerPoint à ceux qui le désirent. Et donc, ces étapes vous permettent quasiment,
potentiellement gratuitement, d'accord, si vous arrivez à récupérer toutes ces ressources-là, d'aménager un potager qui va ensuite s'enrichir naturellement, d'accord. Les champignons, les bactéries, les vers de terre et autres insectes vont naturellement mélanger tout ça, le transformer, le décomposer, et vous allez avoir un potager qui, dès la première année, peut déjà être fertile, mais va surtout atteindre son taux de fertilité au bout de 2 ans à 3 ans, d'accord, avec chaque hiver un travail de re-aérer rapidement, remettre du compost et remettre du paillage. Voilà pour le potager. Alors, on va pouvoir passer du coup à la seconde étape. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions? De toute façon, les questions, on va pouvoir vraiment les poser à la fin. On pourra revenir sur ce qui a été dit. Hein. D'accord? Ok, on enchaîne avec les associations de légumes. Alors, j'espère que ça, c'est un sujet qui vous intéresse, puisque c'est un sujet qui me passionne, comme tous les sujets qu'on aborde en fait en ce moment. Hein. Donc, comment maximiser vos récoltes tout en favorisant la biodiversité? Puisque les associations de légumes, ça nous amène bien à maximiser les récoltes, à produire le plus possible sur une même surface. D'accord? Tout en favorisant la biodiversité, c'est-à-dire contrairement à l'idée qu'on a de plus il y a de légumes, plus ça va prendre l'énergie du sol, ça va appauvrir, et bien non, là ça va être le contraire, on va enrichir en fait notre sol et surtout on va enrichir la vie dans notre jardin. Donc ça c'est un sujet notamment, j'en parlerai un peu après, c'est un sujet qui a été vraiment travaillé en profondeur dans notre nouvelle formation en ligne que j'ai terminée il y a de ça quelques semaines. Voilà, mais je pourrais vous en reparler. Alors, là, ce que je vais vous présenter, attention. Là, ce que je vais vous présenter, c'est 3 associations de légumes que j'ai conçues, d'accord, qui ont été éprouvées pour optimiser vraiment votre espace avec je pense, des légumes que vous devez apprécier, donc que vous devez utiliser. Donc, on va en voir 3 et je vais vous expliquer un petit peu leur fonctionnement. La première, c'est la guilde de la tomate. Alors, il y a un petit schéma, mais ne vous en faites pas, je vais vous l'expliquer. On est toujours sur cette hypothèse de potager qui fait 1 mètre de large sur plusieurs mètres de long. Juste, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, pourquoi 1 mètre de large? Tout simplement pour pouvoir atteindre le milieu du potager de part et d'autre. D'un côté, on cultive cet espace, de l'autre côté, on cultive l'autre, et on peut des deux côtés atteindre le milieu. Si c'était plus grand, ben, on ne pourrait pas atteindre le milieu, et il ne faut surtout pas marcher dans le potager, ça n'a pas de sens. Et si c'était plus petit, ben en fait, on perdrait, ça ne serait pas optimisé. On manquerait un petit peu de surface pour cultiver, ça serait dommage. Donc 1 mètre de large. Si jamais votre potager est contre un mur, d'accord, contre un grillage, et qu'on ne peut pas atteindre l'autre côté, évidemment 1 mètre de large, ça ne marche pas. À ce moment-là, il faut partir sur 70 cm, d'accord, de large. Alors, on veut cultiver des tomates, des poireaux, des carottes, des laitues, des pois, et puis aussi avoir quelques fleurs, et puis là ici, du basilic en plante aromatique. Voilà l'association qu'on va faire. Ici, on est, quand on fait une association de légumes, déjà sur un principe d'affinité entre les légumes. Il y a des légumes qui vont aimer pousser ensemble et d'autres qui ne vont pas s'apprécier, d'accord, qui vont se nuire les uns aux autres, soit au niveau du système racinaire, soit au niveau des maladies qu'ils peuvent développer tous les deux, etc. Donc déjà ici, première question, c'est est-ce que ces légumes s'associent entre eux ou est-ce que même ils se favorisent? Est-ce qu'ils se s'entraident? Et bien là, c'est le cas ici. On est sur les associations favorables. Pour ceux qui le veulent, on pourra vous envoyer par mail éventuellement le tableau des associations de légumes, c'est-à-dire le tableau où on voit tout ce qui s'associe ou pas. Deuxième élément, ça va être la lumière. D'accord? Comment chaque légume va récupérer suffisamment de lumière pour se développer. Et il ne va pas être pris par un autre légume qui va lui faire de l'ombre. Donc, par rapport à ça, la réponse, c'est la verticalité. Comment on va placer les légumes dans la verticalité. Vous voyez, j'ai fait une petite rose, il y a une petite rose des vents à côté. Donc ici, la gauche du potager avec les poireaux, oui, ce sont des poireaux, eh bien, c'est le côté sud, le côté le plus ensoleillé. Et puis la droite, là où on a les pois grimpants, eh bien, c'est le côté nord. Donc la verticalité, deuxième élément. Ensuite, on va travailler sur l'espace que chaque légume prend. Évidemment, on ne peut pas coller des légumes s'il y en a un qui va écraser l'autre à un moment donné, donc il faut respecter l'espacement de chaque légume. Voilà. Et enfin, pour l'essentiel évidemment, pour faire une bonne association de légumes, c'est la diversité. D'accord ? Et non pas seulement la diversité des variétés qu'on va utiliser. Par exemple, ici, vous voyez, les tomates sont au centre. Eh bien oui, bien sûr, je vais vous dire, il faut des tomates de variétés différentes. Par exemple, on ne va pas mettre que de la cœur de bœuf ou alors que de la green zebra. Voilà, non. On va essayer de mettre différentes variétés de tomates. Mais pas seulement la variété des légumes, de la diversité sur le type des légumes. Donc les grands types de légumes, ce sont les légumes racines, les légumes feuilles, les légumineuses et les légumes fruits. Et les légumes fleurs aussi, par exemple, comme les brocolis, les choux-fleurs. Donc c'est dans ces variétés, c'est dans ces types de légumes qu'il faut de la diversité. C'est pour ça qu'ici on retrouve
Des légumes racines avec les poireaux, les carottes. Des légumes feuilles avec les laitues. Des légumes fruits avec les tomates. Et des légumineuses avec les pois. Vous voyez, j'ai les 4 variétés. Si en plus, là-dedans, dans une association, on ajoute des aromatiques et des fleurs, alors là, c'est le summum. Vous ne pouvez pas faire meilleure association que ça. Voilà, vous avez tous les critères qui sont bons. Donc, pourquoi cette association-là? Puisque on a dans la verticalité, vous voyez, les poireaux, les carottes, d'accord, là, c'est la verticalité, d'accord, et là, on a le soleil qui vient taper ici. Donc, les poireaux, les carottes captent les premiers rayons du soleil. Derrière, on a les laitues qui captent un peu les autres. Ensuite, on a les tomates qui, là, vont vraiment partir en hauteur et donc ne pas faire d'ombre aux poireaux et aux carottes qui sont devant, sinon ils ne pourraient pas pousser. Et derrière tout ça, on a des pois qui sont grimpants, des pois à rames, et donc ils vont pouvoir grimper encore par au-dessus des tomates pour aller chercher la lumière. Donc là, on a vraiment quelque chose dans la verticalité qui est optimisé. On a les laitues qui vont être légèrement en dessous des tomates, mais côté sud, donc elles vont avoir les rayons du soleil, et puis on va quand même travailler au niveau des tomates en enlevant légèrement les tiges du bas des pieds de tomates pour libérer de la lumière. Et puis on a cet entre-deux avec les tagettes. Donc les tagettes sont des œillets d'Inde, mais vraiment spécifiques aux cultures. Quand on achète des œillets d'Inde au supermarché, j'allais dire, en pépinière, les petites fleurs d'œillets d'Inde ne sont pas adaptées aux cultures. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les tagettes, celles qui vont grimper en hauteur, qui sont adaptées, qui vont avoir des effets intéressants pour le potager et qui sont comestibles. Et puis le basilic c'est une plante qui va repousser beaucoup de parasites, qui va avoir énormément d'intérêt dans le potager et qui en plus est une plante qui va mourir en hiver. Donc on a besoin de le replanter chaque année. Donc il est vraiment considéré presque comme un légume, comme une plante potagère. Contrairement à du thym, si on met du thym à un endroit, l'année prochaine il va toujours être au même endroit, il va repousser. D'accord. Le basilic, ça ne sera pas le cas. Donc voilà pour cette première association, les carottes, les poireaux s'entendent très bien, ils vont pousser en rang devant, on va avoir un rang de salade en quinconce avec les tomates, avec à chaque fois derrière une fois un basilic, une fois des tagettes, une fois un basilic, une fois des tagettes, d'accord? Ça fait tomate, laitue, tagette, tomate, laitue, basilic, etc. Et ça se répète sur la longueur de votre potager. Et puis derrière les pois à ras. Voilà pour cette première association de légumes, la guilde de la tomate, testée et approuvée. Alors on passe à la deuxième association que je vous propose ici, qui s'appelle, en tout cas que j'ai nommé la broco-courgette. Alors non, ce n'est pas une pizza. Hein. Ça pourrait être une pizza, ma foi, ça marcherait peut-être bien. Mais ce n'est pas une pizza. Donc là, on est sur une guilde, vous voyez, il y a un petit peu moins de diversité sur cette guilde. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une association autour de la courgette. Et donc la courgette, ça prend beaucoup de place dans le potager. Donc ici, on ne peut pas avoir beaucoup plus de rangs que ce qu'on a ici. Donc on a des courgettes, des brocolis, des haricots nains cette fois-ci. Comparé aux pois qui étaient à rame, là on a des légumineuses qui ne grimpent pas, et des épinards. Alors comment ça s'organise? Eh bien déjà évidemment ce sont des légumes qui s'entendent bien entre eux. Les courgettes, elles sont au centre du potager. Donc elles vont très vite s'étaler, prendre de la place, et elles vont, donc on est sur des courgettes non coureuses, d'accord? Donc ils ne vont pas, contrairement à des courges, d'accord, des potiments et ça, qui vont courir. Surtout ne les mettez pas en plein milieu de votre potager, elles vont partir dans votre gazon au bout de 2 mois, ça sera au milieu de votre jardin. Donc je vous conseille de les faire grimper quand on est sur des cucurbitacées autres que les courgettes. Donc là, les courgettes vont prendre de la place, vont s'étoffer, mais elles ne vont pas monter très haut, d'accord? Elles vont monter à peu près à ça de hauteur, elles vont prendre leur place. C'est pour ça qu'à côté, on peut mettre des brocolis, puisque les brocolis, eux, ils vont monter plus haut que les courgettes. Donc la verticalité, vous vous souvenez, on va chercher les rayons du soleil à différents niveaux. Donc là, on va chercher les rayons du soleil avec les brocolis, qui vont monter plus haut que les courgettes. Donc la courgette va recouvrir avec ses feuilles le bas du brocoli, mais aucun souci, puisque hop, il va sortir par au-dessus, il va passer au-dessus des feuilles de la courgette. Là, j'ai mis un brocoli entre chaque courgette. Ce que vous pouvez faire pour optimiser, c'est mettre 2 brocolis. D'accord, c'est avoir une courgette, 2 brocolis de part et d'autre. Et chaque brocoli est espacé environ de 40 cm. Puis une courgette, 2 brocolis, une courgette, etc. Ainsi de suite. Et ensuite, côté sud, ici, donc pour capter vraiment les rayons du soleil devant les grosses feuilles de courgette, eh bien, on va pouvoir mettre des haricots. Des haricots nains, puisque si on mettait des haricots à rame, ils feraient de l'ombre à tout ce qu'il y a derrière. D'accord. Donc les haricots nains, qui s'associent très bien avec ce qu'on a déjà mis là. Et tout derrière, là, on va mettre des épinards. D'accord, puisque les épinards, ils vont être en effet un peu à l'ombre des courgettes et des brocolis, mais les épinards apprécient la mi-ombre. Donc on peut les placer à cet endroit-là. D'accord, donc voilà un autre exemple d'association de légumes assez intéressant. J'ai essayé de centrer en fait les associations autour de légumes, un peu les légumes phares qu'on va cultiver dans le potager. Donc voilà, la tomate, la courgette, c'est des légumes qu'on va cultiver souvent. Voilà, que dire d'autre sur cette association? Bérénice me dit d'enchaîner le temps court. On finit par la troisième association, la plein soleil. Là ici on est sur des légumes qui vont apprécier beaucoup le soleil. Donc on a soit des poivrons, soit des aubergines en légumes qui vont être au centre de cette association.
des blettes, des soucis, donc là pas de problème, mais uniquement des fleurs comestibles, et des oignons et des concombres ou des cornichons qui sont la même espèce. Donc les oignons sont tout devant, les oignons vont vraiment apprécier le soleil, les sols n'aiment pas trop l'arrosage. Derrière, on va avoir du coup une alternance entre des poivrons ou alors des aubergines, ou même ça peut être les deux, poivrons, aubergines, et puis entre deux, les fleurs, donc les soucis, et puis les blettes qui vont être à côté des fleurs, qui vont être légèrement à l'ombre des fleurs, ça ne sera pas gênant. Et enfin, tout derrière, là on est sur quelque chose qui grimpe, hein, donc les concombres ou les cornichons, qu'on va faire grimper sur un support, d'accord, un treillis ou alors des bambous qu'on va installer. Voilà. Donc voilà pour les différentes associations. Je suis allé un peu vite sur la dernière, mais parce qu'en effet, au niveau du timing, je ne suis pas allé assez vite, puisqu'il faut passer à la dernière étape. C'est ça, Bérénice? Est-ce que je parle trop vite, Bérénice? Non, ça va. Bérénice dit que ça va. Ok. Les 5 erreurs fréquentes à éviter. Alors, vous voyez, ça fait presque peur l'image. Là, on voit quelqu'un qui va vous attaquer avec son débroussailleur. Alors, voici les 5 erreurs à éviter, surtout en ce moment, au début, quand on commence à cultiver son potager. La première erreur, mettre sa tonte à la poubelle. C'est pour ça qu'on voyait le gars avant avec son débroussailleur. Il y en a beaucoup encore qui mettent leur tonte à la poubelle, alors que la tonte, c'est une matière première essentielle, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc, surtout ne mettez pas votre tonte à la poubelle, laissez-la sécher, ou alors, à la limite, si vous en avez trop, compostez-la, d'accord? Mettez-la au compost. Vous l'utilisez en paillage, vous pouvez même l'utiliser au pied de vos arbres et de vos arbustes, d'accord? Donc, essentiel. Deuxième erreur, acheter des barquettes de semis en magasin de jardinage. Voilà. Surtout ne faites pas ça. Vous allez vous ruiner et vous allez vous compliquer la vie. D'accord, aujourd'hui, on voit des kits de barquettes de semis, etc. Ça coûte 20 €, 30 €, voilà. Alors qu'on n'en a vraiment pas besoin, puisqu'il y a plein d'autres façons pour faire vos semis que je vais vous expliquer. Et vous voyez, j'ai mis les petits godets là, un peu en papier cartonné, qu'on voit aussi souvent, pareil, des godets en papier cartonné enroulés dans du plastique, hein, dans les magasins. On vend ces gobelets en disant, bah voilà, vous pouvez mettre votre semis et après vous replantez directement votre légume sans devoir dépoter. Oui, c'est vrai, et c'est pratique. Simplement, le problème avec ça, c'est que déjà, c'est pas réutilisable. Donc, vous allez devoir en acheter, donc que ce soit du carton ou je ne sais quoi, ça reste une matière qui est produite, donc c'est pas écologique. Et ensuite, quand vous allez arroser vos semis, eh bien, quand vous les arrosez là-dedans, l'emballage, le carton va absorber toute l'humidité que vous avez mis dans votre terreau. Et en fait, vous allez devoir l'arroser, mais tout le temps. Et c'est terrible comme façon de faire ses semis, parce que ça va demander un entretien 2 à 3 fois plus important. Donc surtout, n'achetez pas ça. Et donc n'achetez pas non plus ces alvéoles qui vont vous demander de semer graine, par petits trous, qui vont vous prendre beaucoup de temps pour derrière, en fait, devoir avoir plein de difficultés à les dépoter en mettant votre trou dans chaque truc, en cassant. Parfois, vous les cassez, bref, ça vous prend un temps fou, ça vous coûte, et derrière, c'est pas du tout plus efficace. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un maximum de récupération. Des pots que vous allez récupérer quand vous achetez des plantes en jardinerie, des barquettes que vous pouvez récupérer de plein de manières quand vous allez acheter des choses au magasin, vous avez tout le temps des petites barquettes, même s'il n'y a pas de trou au fond, d'accord, même si c'est imperméable, c'est pas grave, il faut juste faire un petit peu plus attention, ne pas trop arroser, mais c'est très bien. Et donc de récupérer un peu comme ça toutes sortes de barquettes, plus ou moins profondes, pour faire vos semis. Plus la barquette va être profonde, plus ça va être intéressant pour des légumes racines, moins elle est profonde, plus on va pouvoir y faire dedans des semis plutôt de légumes feuilles. Voilà. Donc le conseil que je vous donne, il est là. Et j'ai une astuce. Je ne sais pas ceux qui ont vu ça dans la story que Bérénice a envoyée tout à l'heure, mais je vais vous donner une sacrée astuce. C'est l'astuce du poissonnier. Vous ne vous attendiez sûrement pas à avoir des poissons dans cette conférence. La petite astuce du poissonnier, c'est comment avoir des barquettes de semis en fait assez facilement et qui fonctionnent très bien. Vous allez voir le poissonnier et vous lui dites, est-ce qu'il vous reste, est-ce que vous avez des barquettes en polystyrène, là, ce que vous utilisez pour les poissons, et qu'après vous allez jeter à la poubelle, eh bien, est-ce que vous en avez? Moi, je vous en récupère, d'accord? C'est super facile, ça peut se faire de partout. Vous allez au supermarché ou autre, là où vous allez, vous demandez pour récupérer des barquettes de poissonniers. Alors, bon, faut les laver un petit peu, hein, pour plus que ça sente le poisson quand vous faites vos semis, donc faut passer un coup de dent, d'accord? Mais ensuite, ces barquettes-là, si vous faites attention, vous les abîmez pas, vous pouvez les réutiliser pendant plusieurs années, et c'est parfait puisque vous avez une grande barquette, vous avez une profondeur qui est bien suffisante pour tous les types de légumes, et derrière, voilà, vous pouvez faire vos semis dedans. Voilà pour l'astuce du poissonnier. Ce qui nous amène à la troisième erreur. On reste sur les semis, remplir à moitié les godets. Surtout faites attention. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'explique souvent et ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Surtout ne remplissez pas à moitié vos godets. Comme on le voit sur la photo de gauche, avec ici, donc là on est sur des cucurbitacées, sûrement des courgettes, on les reconnaît avec leur cotylédon. Eh bien, l'ombre
C'est tout simplement l'ombre du godet, d'accord, de la barquette, qui va empêcher la plante de recevoir la lumière. On s'en rend pas compte, nous, avec nos yeux d'humains, à quel point c'est important de capter au plus vite les rayons du soleil pour une plante. Donc, si on remplit des pots ou des barquettes à moitié ou pas jusqu'en haut, eh bien, la plante va forcément être amenée à filer, c'est-à-dire à faire une tige beaucoup plus grande que ce qui est prévu, ce qui va la fragiliser, ce qui risque après de la casser et simplement de mourir. Donc, regardez l'image plutôt de droite, où on voit un godet, où on a le terreau qui est bien à ras-bord. C'est exactement à ce niveau-là qu'il faut faire. Les semis poussent, et dès que les semis sortent de terre, ils ont déjà la lumière dessus. Donc voilà, surtout remplissez toujours vos godets jusqu'en haut. Et donc, les remplir avec quoi? N'utilisez pas de terreau universel. D'accord? Alors, bien sûr, ça peut fonctionner. D'ailleurs, ça va souvent fonctionner pour les plantes qui n'ont pas trop de besoins en richesse. Mais c'est pas un terreau qui est adapté. Ce que je vous recommande donc, c'est d'utiliser du terreau pour semis. Si vous voulez vraiment être MacGyver, vous pouvez faire votre terreau par vous-même. C'est une démarche qui est très intéressante, mais ça vous demande beaucoup plus de temps. Il va falloir à la fois faire votre propre compost et puis mélanger ce terreau avec aussi de la terre arable pour en faire quelque chose d'équilibré. C'est assez compliqué, mais il existe des tutos si vous voulez faire votre propre terreau. Maintenant, si vous voulez utiliser du terreau, dans tous les cas que vous allez acheter dans une jardinerie, achetez du terreau pour semis. C'est écrit sur le sachet, c'est forcément écrit sur le sachet. Donc le terreau pour semis, il est plus aéré déjà, ce qui va permettre à la plante de pousser plus facilement, d'accord. Et puis, il est plus riche que le terreau universel. Donc voilà. Ce qui nous amène du coup à la dernière chose à ne pas faire, laisser la terre à nu. Surtout, il ne faut pas laisser la terre à nu. Dans la nature, la terre est toujours couverte. La terre n'est jamais à nu dans la nature. J'ai peut-être, je ne sais pas si Isabelle est là dans la conférence, je dénonçais personne, hein. Mais j'ai encore quelqu'un qui m'a montré une terre complètement sèche de son potager qui avait été aménagé l'année dernière, donc qui normalement devrait être déjà bien riche. Et donc elle s'apprêtait à faire ses semis et elle me dit mais est-ce que je dois rajouter du terreau par au-dessus parce que là la terre elle est toute sèche, etc. Comment je fais, etc. Et donc je me dis bah t'as pas mis de paillage cet hiver, t'as pas mis de paillage? Et elle dit ah bah j'en ai pas mis assez. Et donc voilà, c'est très important de toujours couvrir sa terre. Ça permet de maintenir l'eau du sol, ça permet de limiter aussi la pousse des plantes sauvages, hein, pour ne pas dire mauvaises herbes, des plantes sauvages. Ça permet d'enrichir le sol, puisque ça va aussi se décomposer progressivement. Ça permet de protéger la terre du gel, si jamais il gèle, donc les micro-organismes vont continuer de travailler le sol même pendant le froid. Voilà, ça va permettre énormément de choses dans le jardin, et il ne faut surtout pas oublier de pailler. Évidemment, quand vous faites des semis, il faut écarter le paillage aux endroits où vous faites vos semis, mais le maintenir à tous les endroits où il n'y a aucun semis qui ont été faits. Voilà pour les 5 astuces. Alors ça demande de l'énergie de parler comme ça sans arrêt. Ça me refait penser à quand je faisais le tournage de la formation en ligne, où j'étais un peu comme là avec vous face à une caméra et où je devais vous partager et vous expliquer toutes les solutions pour savoir cultiver votre potager par vous-même. Et justement, je voulais vous en parler avant de passer à la session de questions-réponses. On est dans 5 minutes, c'est ça le timing, dans 5 minutes on enchaîne la session de questions-réponses. Et donc, merci Bérénice de dire que je tiens bien le timing, et merci, on peut le souligner. Et donc je tenais à vous partager la formation en ligne qui vient de sortir, puisque ça fait depuis 1 an et demi que je travaille dessus. Donc pour vous expliquer rapidement, c'est un projet qui a démarré pendant le Covid, puisque ça fait depuis déjà quelques temps que je songeais à trouver un moyen plus simple de partager les connaissances, notamment auprès de l'accompagnement auprès des particuliers, des familles qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est beaucoup de temps, c'est un budget aussi de se faire accompagner de manière personnalisée, que je me déplace dans les jardins, etc. Et donc il y a eu cette idée de dire mais si on pouvait condenser les 1 an d'accompagnement à domicile qu'on propose aujourd'hui en une formation en ligne, à travers des vidéos, donc avec quand même ce côté visuel où on voit les choses, il se passe quelque chose, et avec toutes les informations nécessaires en fait, toutes les informations. Donc ça a été ce projet qui a commencé il y a 1 an et demi, vous le connaissez peut-être pour certains, certaines, et donc l'idée c'était de faire le C'est pas sorcier du potager en permaculture, puisque moi j'adorais C'est pas sorcier, je sais pas vous. Moi j'adorais C'est pas sorcier quand j'étais plus jeune, et j'adorais en fait ce côté comment on arrive à créer de l'intérêt pour un sujet scientifique qui de prime abord on n'aurait pas forcément la foi, le courage d'aller apprendre sur un sujet scientifique comme ça.
Et en fait, si ça donnait de l'intérêt à apprendre des choses. Parce qu'en fait, la meilleure façon d'apprendre, c'est en s'amusant. Et donc, l'idée, c'est ça de cette formation, c'est d'apprendre en s'amusant. Donc, comment cultiver facilement votre potager naturel en autonomie toute l'année, c'est la promesse du coup, de cette formation. Donc, l'idée, c'est que c'est une plateforme en ligne. Donc, dès que vous achetez la formation, vous recevez vos identifiants, vous accédez à la plateforme. On n'est pas sur un principe d'abonnement ou quoi que ce soit, c'est vraiment un outil. Vous l'achetez, vous l'avez à disposition toute votre vie. Et puis pour toute la famille. Donc c'est en tout 30 vidéos qui ont été réalisées, qui ont été tournées à la fois dans les terrains, dans les jardins. Il y en a certains qui sont peut-être connectés, qui savent, on est allé dans leur jardin aussi pour filmer les choses sur le terrain. Et donc c'est un mélange de tournage sur le terrain, on voit toutes les actions, les gestes, comment faire, et puis dans l'atelier. Ici, vous voyez un peu sur l'image, on est dans l'atelier, où là, il y a des schémas qui sont faits, des explications, et on passe de l'un à l'autre. Donc 30 vidéos HD, 7 heures en tout d'immersion dans une aventure étape par étape. L'idée, c'est que vous vous laissez porter en fait par cette aventure, et étape par étape, vous allez savoir comment entièrement cultiver votre potager du mois de janvier au mois de décembre, avec du coup en accompagnement des vidéos, un ensemble de supports pédagogiques que vous pouvez télécharger directement sous la vidéo, des supports pédagogiques qui sont uniques, que vous ne retrouvez pas sur Internet, et qui vont compléter justement toutes ces vidéos. Donc, si vous avez quelques questions par rapport à la formation, on pourra peut-être commencer. On peut commencer dès maintenant. On peut commencer dès maintenant à poser vos questions par rapport à ça, pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur les autres questions que vous pouvez avoir. Donc, éventuellement, je pourrais même vous montrer, si vous voulez, en live, à quoi ça ressemble. Je pourrais me connecter à la plateforme pour vous montrer. Et donc, ça se décompose en 3 grandes parties, cette formation en ligne. Une première grande partie qui va être sur comment produire vos propres plants de légumes, donc comment faire vos semis selon les différents types de légumes, en intérieur, en extérieur, comment vous occuper, entretenir ces semis, comment les repiquer, à quelle distance, dans le potager, de quelle manière. Ensuite, on a toute une partie sur l'association des légumes, justement. Donc, vous voyez les associations que je vous ai montrées. Et bien, dans la formation, vous allez apprendre à faire vos propres associations de légumes. Vous allez apprendre à faire bien votre liste de légumes, comment vous allez ensuite délimiter aussi vos espaces de potager, et comment vous allez associer vos légumes dans votre potager, comment vous allez entretenir tout ça, et faire aussi un plan de culture. D'accord ? Donc comment vous allez planifier pour pouvoir vous faciliter le travail derrière, planifier vos cultures, ok, on sait que cette année on va cultiver ça à tel endroit, etc. Et la troisième partie, on va être sur l'approfondissement de la connaissance de chaque légume, donc le cycle de chaque légume, puisque à un moment donné, si vous voulez bien cultiver, il n'y a pas photo, il faut connaître le fonctionnement et les besoins des légumes que vous voulez cultiver. Donc c'est chaque légume, son fonctionnement, comment le cultiver, comment le récolter, à quel moment, comment le conserver. Et puis la succession des légumes, c'est-à-dire comment on va choisir quel légume on va planter après un autre, comment on va faire pour avoir son potager qui soit le plus productif possible. C'est-à-dire que toute l'année, il y a des légumes qui poussent. Donc quel légume on met avant d'en planter un autre et quel légume on met après l'avoir planté. Et donc là, on va travailler sur le plan de culture niveau 2, on va dire, c'est-à-dire un plan de culture qui va défiler sur tous les mois de l'année. Du mois de janvier au mois de décembre. Et même dans la formation, on fait un exemple de plan de culture sur 4 ans. Donc voilà, sur la succession et la rotation des légumes. Voilà actuellement le contenu de la formation, et il y a des contenus qui vont être ajoutés. C'est-à-dire que même si là vous l'apprenez maintenant la formation, vous allez gratuitement avoir des contenus qui s'ajouteront dans les années à venir, puisqu'on rajoutera des nouvelles vidéos pour approfondir un peu les choses. Vous pouvez gratuitement, pour le coup, rejoindre notre communauté et devenir arbraculteur ou arbracultrice, pour participer à nos différents chantiers, chez les uns, chez les autres, apprendre, participer à nos ateliers pédagogiques en ligne, bénéficier de nos supports pédagogiques tous les mois, des actions à faire chaque mois, et puis aussi à nos événements, troc de graines, rencontres. Voilà, ça, Bérénice pourra vous envoyer le lien pour vous y inscrire. Aujourd'hui, on est sur un groupe Facebook privé. Ça va être amené à changer, d'accord ? On a des projets qui sont en cours pour évoluer, puisque l'idée, c'est pas de rester sur Facebook, on n'est pas du tout passionné par ça. C'est juste que c'est aujourd'hui l'outil qui fédère le mieux, donc c'est pour ça qu'on est dessus. Donc vous pouvez déjà rejoindre ce groupe privé en demandant d'adhérer, voilà. Et puis vous verrez comment ça évoluera dans un second temps. Et comme je vous l'expliquais, ce groupe-là, c'est très intéressant de l'intégrer aussi en complément de la formation en ligne, pour avoir le côté, vous avez toute la formation, tous les éléments, et puis à côté, vous allez sur le terrain, vous allez aussi nous retrouver pour poser les questions en direct. Voilà. Allez, on peut passer aux questions. Alors, on passe aux questions, donc j'ai un peu réordonné dans l'ordre de la présentation. Donc on commence par la question sur tout ce qui est organisation, aménagement du potager. Donc d'abord, quelle est la surface idéale pour un potager, nous demande Sébastien. Alors Sébastien, très bonne question Sébastien. Donc c'est une question qui est souvent posée. Globalement, évidemment, il y a une forme de surface minimum. Je dirais le minimum, quelque part, ça pourrait être 1 mètre carré. Alors, je veux dire que si on a moins d'1 mètre carré, bon, ça devient un peu compliqué. Et encore, je dirais qu'on peut intégrer, entre guillemets, du potager à des endroits du jardin, ou alors de notre balcon, si on a un balcon, ou de notre terrasse,
sans avoir un potager, en disant voilà, je fais un potager. Ça peut être en bordure de votre terrasse, ben voilà, vous avez quelques plantes, etc., des aromates, et puis hop, vous avez un petit pied de tomate, vous avez un pied de blette. Il faut à ce moment-là s'intéresser à des légumes qui vont plutôt ne pas demander un entretien fréquent. C'est-à-dire vous allez la planter à un moment donné, elle va se développer pendant longtemps et vous allez récolter, et ensuite l'année se termine et vous faites autrement l'année prochaine. Donc voilà pour répondre à la question. Sinon, à partir du moment où on veut commencer un petit peu à travailler des associations de légumes, comme je l'ai montré, en effet, je dirais qu'un minimum serait de 3 à 4 mètres carrés de potager. Donc typiquement, dans l'exemple que j'ai donné, un potager de 1 mètre de large sur 3 à 4 mètres de long. Ça déjà, c'est une forme de minimum. Allez, on peut commencer à... Même vous connaissez le principe du potager au carré, c'est 1 mètre carré. Là-dessus, on peut déjà faire des choses. Mais on va plutôt être sur de l'expérimentation. Ensuite, là où ça commence à être intéressant, si on veut quand même produire, à partir de 10 mètres carrés de potager, on peut vraiment avoir déjà des petites récoltes intéressantes et avoir certains légumes en autonomie. Je vous donne un exemple, dans mon jardin. Moi, j'ai un petit jardin, il fait 50 mètres carrés. Dans ce jardin de 50 mètres carrés, j'ai environ 10 mètres carrés de potager, vous voyez. Et globalement, j'ai plus la liste exacte des légumes sur lesquels j'étais en autonomie, mais on va dire que sur les courgettes, à partir du mois de juillet, j'étais en autonomie du mois de juillet au mois de décembre. Pour 2 personnes. Ouais, pour 2 personnes en courgettes. En tomates, après voilà, c'est simple, j'achète pas de tomates dans le commerce. Donc c'est pareil, les tomates, l'année dernière n'était pas une année à tomates, mais l'année précédente, j'étais en autonomie à partir du mois d'août, complètement en tomates. Et évidemment, quand on va commencer à être en autonomie sur certains légumes, on va en manger plus que d'autres. D'accord ? Donc évidemment, ça rééquilibre aussi les choses. En poireaux, j'étais en autonomie en poireaux du mois d'octobre au mois de février, il me semble. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Voilà, sur une surface qui fait même pas 10 mètres carrés. Après, il y avait derrière aussi, j'ai eu énormément de pois, j'ai eu des carottes, j'ai eu beaucoup de laitue. Enfin voilà, on peut très vite atteindre une production intéressante. Et mon jardin, il fait 50 mètres carrés, je pourrais faire 50 mètres carrés de potager. Mais évidemment, la permaculture, c'est aussi justement avoir des espaces. J'ai un transat, j'ai un espace pour accueillir des amis, j'ai un espace de compostage, de récupération d'eau, de plantes sauvages qui vont avec des fleurs qui vont pousser. Voilà, c'est tout un mélange, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Parfait, merci. Tu me diras, Sébastien, si ça répond bien à ta question. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Je pense que oui, parce que là, normalement, ça... Ensuite, on a une question de Evelyne. Comment ne pas dépenser trop pour les bordures ? Alors, comment ne pas dépenser trop ? Alors, j'ai envie de dire, en toute honnêteté, le moyen le plus simple, c'est de ne pas être trop exigeant sur l'esthétisme. C'est sûr que si on n'est pas trop exigeant sur l'esthétisme, on peut avoir quelque chose de très facile à avoir. Après, sinon, il suffit de prendre le temps, en fait. Par exemple, la technique avec les tuiles, des tuiles, ça se trouve, soit ça se trouve assez facilement, soit ça s'achète sur le bon coin, pour pas grand-chose. Par contre, les tuiles, Véronique pourra ici en témoigner, il faut bien les mettre pour que ce soit joli. Il faut que tout soit aligné à la bonne hauteur. C'est sûr que si les tuiles, ça fait un peu dans tous les sens, ça fait pas très joli. Voilà un exemple. Le bois tressé, c'est pareil, ça peut se récupérer assez facilement. On va mettre des piquets et puis on va ensuite passer le bois entre deux. Idéalement, il faudrait du sol ou du noisetier pour que ça marche bien. Donc, j'ai envie de dire, comment on fonctionne en fait ? En fait, quand on va faire un projet de ce type-là, quand on va faire des bordures, eh bien, on va demander aux personnes, à la famille, quelles sont les ressources qui sont disponibles. L'idée, c'est pas forcément de se dire, ok, moi, ça sera des tuiles, ou alors moi, ça sera du bois. Et puis ça sera ça ou rien. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a à disposition et comment on peut faire quelque chose de joli et de pratique avec ce qu'on a à disposition. Pour donner d'autres exemples, on peut faire ça avec des pavés, type des pavés de ferme. Il y en a parfois dans leur jardin, ils ont plein de pavés de ferme. Ok. Ça peut se faire avec des bûches. Vous voyez, des bûches comme du bois de chauffage. L'idée, c'est pour que ce soit très joli, ça serait d'avoir des bûches à peu près du même calibre. Donc pour que ce soit une bordure assez importante, un diamètre de 10 à 20. 20 ça fait un peu gros, mais 15 idéalement c'est pas mal. Pour faire votre bordure de potager, c'est pas mal en bûche, c'est joli. Et vous pouvez mettre simplement des petits piquets pour tenir les bûches, pour pas qu'elles bougent. Et si vous le faites en bûche, je vous conseille aussi de mettre soit un petit géotextile, soit du carton simplement, sans plastique ni rien, en dessous des bûches pour bien étouffer l'herbe quand vous posez les bûches pour pas qu'il y ait trop de soucis pour désherber. Voilà, ça c'est dans les moyens les moins chers. Après ça peut être des carreaux, il faut être imaginatif. Et dans ce qui coûte plus cher, mais ce qui est idéal, nous on travaille avec on a un partenaire Terrasse et Bois, ils font de la construction en bois durable. Je pense pas qu'ils puissent envoyer des photos, parce que sinon il y a Véro qui aurait pu nous envoyer une photo sympa
de son potager aménagé avec des bordures en bois, c'est magnifique. D'accord, on est sur des belles lamelles de bois qui sont bien droites, ça crée quelque chose de très joli, de design, puisqu'on a aussi des formes qui ne sont pas que des carrés, mais avec des angles, etc. Et là, on est sur du bois durable. D'accord, l'idée, c'est que c'est un bois classe 4, ou alors ça peut être un bois pas classe 4, mais qui soit autoclavé pour qu'il dure aussi dans le temps, puisque l'idée, c'est quand même de faire des trucs durables. Donc, quand on utilise des palettes ou des choses comme ça, eh bien, pourquoi pas, c'est pas cher, mais déjà, bon, c'est sûr qu'esthétiquement, ça peut être joli esthétiquement si on fait bien les choses, si on pense bien, etc. Mais c'est sûr que c'est pas durable, d'accord. Donc des palettes, au bout de 5 ans maximum, c'est tout, ça va se casser, c'est fini. Donc voilà, mais c'est sûr que les palettes c'est pas cher, et du bois biosourcé, etc., fait sur mesure, c'est joli, mais c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher. Donc il y a pas mal de choix à faire, et j'espère que j'ai répondu à la question. Alors on me dit, c'est vrai que le code ne marche pas. Alors le code ne marche pas, alors ça, je vais vous dire tout de suite. Hop. Je m'occupe de ça dans quelques secondes, hein, donc attendez juste une seconde, mais en attendant, tu peux peut-être commencer avec les autres questions. Je te passe la question. Ouais, vas-y. Donc, Bérénice me lit les questions. On a donc Sébastien qui demande, est-ce problématique d'avoir des tuyas à côté du potager? Alors, ouais, encore une fois, Sébastien pose des bonnes questions. Les tuyas, donc on est sur des résineux qui vont donc acidifier le sol. Donc c'est en effet pas très pratique d'avoir cette haie de tuyas qui est juste à proximité. Encore une fois, c'est une question de distance, c'est-à-dire que si on plante carrément au pied, au niveau des racines, déjà on a le système racinaire de l'arbre qui va prendre la place et qui va venir dans le potager. Donc ça c'est gênant. C'est bon, en effet il y avait un souci technique, le code donc est activé, potager c'est bon. Donc c'est bon, désolé pour ceux qui ont du coup voulu utiliser, c'est ok maintenant. Enfin redites-nous en tout cas c'est pas ok, normalement c'est ok. Donc ensuite le tuya, il va falloir le tailler. Donc évidemment si tu fais un potager à côté de ta haie, il faut dans tous les cas laisser un espace. Donc le conseil que je te donnerais c'est laisse un espace minimum de 50 cm entre ton potager et ta haie de tuya, qui serait un minimum pour pouvoir passer et tailler la haie, et en plus qui laisse aussi un espace pour qu'il y ait moins d'acidité dans le sol. Et ce que je te recommande encore plus, évidemment, si tu fais ça, c'est de faire un potager surélevé avec la même méthode qu'on a vue juste avant. Puisque si tu fais pas un potager surélevé, dans tous les cas, tu vas avoir quand même des racines un peu de tes tuyas qui vont venir, et ça serait gênant. Et idéalement, si tu peux te permettre, si tu as un peu plus d'espace dans ton jardin, mais que tu veux quand même le faire contre la limite de ton jardin, hein, ce qui est très intéressant, favoriser les effets de bordure, eh bien je t'invite à faire un espace de 1 mètre entre ton potager et ta tuyas. Et là, tu auras aussi plus de place, même pour passer la tondeuse, etc. Jusqu'à 1,50 m maximum, mais ensuite, bon, ça sera moins optimisé, ta bordure sera moins optimisée. Donc voilà un peu ce que je te propose. Alors du coup, je trouve ça intéressant d'enchaîner avec l'exemple de Christelle, qui nous a raconté un petit peu sa situation. Donc, okay. Je viens de retirer ce week-end 4 tuyas, j'ai retourné en ajoutant du terreau en attendant qu'il fasse plus chaud pour remettre des légumes. Donc sa question c'était, est-ce qu'on peut mettre les 3 associations à la suite sur 6 mètres de longueur en tout? Et puis du coup j'ajoute la question, est-ce que c'est ok de replanter directement après les tuyas? Alors, petite question technique, par rapport aux tuyas, comment ils ont été dessouchés? Est-ce que c'est un godet, une machine qui est venue et qui les a dessouchés? Sur combien de profondeur? Ça serait important de savoir. Puisque si on a les souches qui ont été coupées et qu'il y a encore les souches ou beaucoup de racines dans le sol, c'est pas pareil, d'accord? Ça va être plus gênant. Si en effet les souches ont été bien enlevées et qu'il y a de la terre qui a été apportée à la place pour combler ce trou, là le potager peut se faire directement en effet sur cet emplacement. Simplement évidemment c'est au bout d'un an, un an et demi que on aura un équilibre qui sera quand même revenu dans le sol. Et donc l'association peut être faite. Alors 3 associations sur 6 mètres de long, c'est un peu court, hein. On peut faire 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, hein, vous voyez, je sais compter, ça fait 6 en tout, mais en termes d'installation, ça va être un peu compliqué, hein. Tu vas mettre des plantations, tac, tu vas couper, tu vas en mettre d'autres, c'est un peu compliqué. Ce que je te conseille, c'est plutôt d'en faire 2, de choisir 2 associations parmi celles-là, et de faire 3 mètres, 3 mètres, idéalement. Mais tu peux faire 3 fois 2 mètres aussi. Ouais. Ok, merci. Alors, ensuite... Tu veux venir avec moi, Bérénice? Voilà, Bérénice, c'est plus sympa quand même. Ça vous voyez aussi. Alors maintenant, on a des questions sur le sol, l'amendement du sol. Faut-il ajouter du terreau quand nous manquons de terre? Est-ce qu'on peut ajouter du sable pour aérer le sol? Ok.
peux prendre une chaise si tu veux. Alors, le terreau, ce qui est intéressant quand on utilise du terreau, quand on commence un potager, c'est que ça va en effet aérer le sol, notamment si on a une terre qui est assez argileuse, qui est un peu lourde. Oui, c'est intéressant. Évidemment, ça demande encore une fois d'acheter donc ça demande d'acheter au supermarché, en jardinerie, quelque chose en plus, donc ça coûte plus cher. Mais ça a vraiment un intérêt dans la première phase d'aménagement. Vous vous souvenez quand j'ai expliqué là, quand on retourne les mottes et qu'on les casse, et bien juste après cette étape-là, et avant de mettre le compost, on peut mettre un sac de terreau pour potager. Ça fait pas de mal, c'est intéressant. Et après, quand vous rajoutez le compost, vous pouvez très légèrement mélanger un peu avec le compost. Il faut quand même que le compost reste plutôt en surface. Alors la question du sable, la réponse est simple en fait. Le sable, c'est intéressant pour pas mal de légumes racines, d'accord. Mais par contre, quand vous mettez du sable dans votre potager, le sable il va rester dans votre potager. Après, si vous laissez d'enlever le sable avec une pince à épeler, c'est compliqué. Donc tous les légumes ne vont pas apprécier le sable. Donc si vous voulez mettre des carottes, vous mettez du sable, c'est super, ça va leur plaire et ça va être intéressant. Si derrière vous voulez ensuite cultiver ne serait-ce que des poireaux, même si c'est des légumes racines, ils vont moins apprécier le sable. Et après, si vous mettez des légumes comme des épinards, ou encore le meilleur exemple serait la mâche. La mâche, elle aime bien les sols denses, d'accord. Donc si vous mettez de la mâche un peu sur du sable, ça va pas être super. Je dirais que c'est une question d'équilibre. Vous pouvez essayer d'ajouter un peu de sable, et encore, ça vous fait ramener une matière supplémentaire. Et il faut le faire de manière très équilibrée. Parce que si vous vous retrouvez à l'inverse avec trop de sable dans le potager, là, ça sera l'effet inverse. Il va falloir ramener plus de lourdeur. Bon, voilà. Idéalement, il faut prendre son mal en patience quand on a un sol qui est assez dense. Et chaque année, rajouter du compost, l'aérer à nouveau, rajouter du compost et rajouter du paillage. Et chaque année, il va s'aérer de plus en plus et avoir une couche d'humus donc plus importante. Alors ensuite, une question de Christelle, et qui a été votée par d'autres personnes aussi. Ça a remporté les voix. Est-ce qu'on peut mettre du fumier pendant 1 mois avant de replanter, ou est-ce que c'est trop fort et est-ce que ça risque de brûler les plantes? Alors le fumier peut remplacer le compost. Donc le fumier en effet c'est très fort, donc c'est une question de quantité. Il faut faire attention aux quantités qu'on va mettre. Mais dans l'aménagement du potager, à la place du compost qu'on met à la fin, on peut mettre du fumier. Et pas besoin de l'enlever, le fumier vous le laissez, tout simplement il va se décomposer. C'est une question de couche, d'accord. Il ne faut pas en mettre du fumier, vous n'allez pas en mettre 5 cm. Le fumier, vous allez mettre simplement un lit de fumier, et également il faut essayer de le préparer. Il ne faut pas qu'il y ait des endroits, il ne faut pas qu'il y ait des crottins encore à des endroits, il faut que ce soit quand même bien tamisé, j'ai envie de dire, pour que ça marche bien. Certains légumes vont apprécier plus de richesse et d'autres non. Je reviens sur les carottes. Les carottes aiment bien les sols peu riches, tandis que les poireaux, à l'inverse, aiment les sols très riches. Les courgettes, globalement toutes les cucurbitacées, vont adorer les sols très riches. D'accord, les tomates aussi, alors que d'autres légumes n'ont pas forcément besoin d'autant de richesse. Par exemple, les pois ne vont pas avoir besoin d'un sol extrêmement riche. Donc au moment où vous plantez vos légumes, eh bien, il est intéressant de venir rajouter du compost, ou à ce moment-là du fumier, uniquement autour des légumes qui en ont besoin. Donc vous plantez des courgettes, admettons on reprend l'association courgettes brocoli, vous plantez vos courgettes ou brocolis, et bien au pied de chacune de vos courgettes, vous pouvez venir mettre un petit peu de fumier, d'accord, ou alors un petit peu de compost en plus. Vous faites votre rang de poireaux, et bien de part et d'autre de votre rang de poireaux, vous pouvez venir mettre un petit lit de fumier ou de compost. Voilà comment ça peut s'utiliser. Alors il nous reste 9 minutes pour à peu près 5 questions. Yes, allez, je vais essayer d'aller plus vite encore. Donc Christelle demandait aussi pour la mousse enlevée par scarification mécanique. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la mousse, la question de la mousse, on la pose souvent. En fait, c'est culturel, d'accord. C'est culturel, c'est-à-dire qu'on nous a toujours dit que un beau gazon, c'était un gazon, il n'y avait que du gazon, il n'y avait pas de mousse, d'accord. Moi, j'adore, personnellement, j'aime beaucoup les gazons avec de la mousse. C'est super agréable quand on marche à pieds nus dessus, je trouve ça joli, ça fait un petit côté sous-bois, enfin, moi j'aime beaucoup. Donc, la question, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir de la mousse dans son potager, dans son gazon, du coup, dans son jardin? Ben, honnêtement, il n'y a pas de oui ou non, en fait. C'est plutôt quel est votre goût personnel. Si vous êtes convaincu personnellement que vous n'aimez pas ça, à ce moment-là, il y a différentes techniques, en effet. Scarifier, ça va être un des moyens les plus écologiques pour le faire, pour enlever la mousse. Ou sinon, en fait, si vous vous dites, en fait, oui, en effet, ça ne me gêne pas tellement la mousse, ben, vous inquiétez pas, il n'y a aucun mal d'avoir de la mousse. Vous pouvez tout de suite souffler un bon coup et vous dire,
En fait, c'est très bien aussi d'avoir de la mousse, c'est très bien aussi pour la biodiversité, tout comme c'est très bien d'avoir du trèfle blanc dans son gazon, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même mieux en fait que du gazon, parce que ça fait des fleurs, c'est bien d'avoir des pissenlits, voilà, tout ça c'est plus de vie en fait, hein, plus de vie pour les pollinisateurs sauvages qui en ont fortement besoin en ce moment. Alors la question, c'était surtout à utiliser en paillage la mousse, est-ce que c'est bien? Alors oui, on peut utiliser la mousse en paillage, tout à fait. Ça fait un paillage très aéré, donc il en faut une quantité un peu plus importante. Si vous mettez juste une petite couche, comme c'est très aéré, la mousse, ça va pas beaucoup maintenir l'humidité, mais à partir du moment où vous mettez une bonne couche, la mousse en paillage, c'est très bien. Alors le risque en fait un peu de la mousse en paillage, c'est quoi? Tu saurais dire, Bérénice? Non. C'est qu'elle reprenne en fait la mousse, étant donné qu'elle va en fait se fixer simplement, mais elle n'a pas de système racinaire. Elle peut reprendre tout simplement directement. Donc c'est le seul risque quand vous la mettez en paillage. Mais j'ai pas souvenir que ce soit arrivé. Peut-être que Véro, qui l'a déjà fait, pourrait nous dire s'il a vu si la mousse était repartie ou pas dans son potager. Je suis pas sûr. Alors, on voit comment ça. On continue sur l'amendement. Ouais. Comment s'assurer que le compost qu'on récupère en déchetterie est bio ou au moins de bonne qualité? Ouais, alors par rapport à ça, il y a des normes normalement. Dans les déchetteries, il y a des normes, donc il faut demander. J'ai envie de dire, il y a des déchetteries qui sont plus ou moins bien gérées, donc il y en a peut-être qui vont le dire et d'autres qui vont pas trop savoir. Qu'ils soient bio, ça m'étonnerait. C'est-à-dire que normalement, pour être assuré que le compost est bio, il faudrait que tous les sites où ils font la récupération soient issus soit de restaurants entièrement bio, ce qui est possible, soit de jardins. C'est pas possible en fait pour un jardin de dire on est bio ou pas, parce que tout ça c'est les normes. Après c'est l'administration française, tout ça. Dans le bio, il y a deux choses. Il y a ce qu'on fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut faire bien, et il y a après répondre à un certain nombre de critères pour avoir un label. Donc je pense que c'est difficile de savoir si c'est bio. Faut demander. Je pense qu'il faut avant tout demander là où on va à la déchetterie. Et après, regarder la qualité du compost. En fait, il faut observer. C'est le premier principe de permaculture. Vous demandez à voir ce compost. Vous regardez si dedans, est-ce qu'il y a des morceaux de plastique, est-ce qu'il y a des débris, des déchets, parce qu'il y en a. Il y a des composts dans lesquels vous allez retrouver des cochonneries entre guillemets. Est-ce qu'il est bien noir, est-ce qu'il est suffisamment aéré, voilà. Est-ce qu'il est bien décomposé? C'est des choses que vous pouvez regarder, mais évidemment, ça dépendra de chaque déchetterie. Et demandez peut-être au niveau aussi de votre commune. Parfois, appelez la commune, la mairie, et dites voilà, pour notre jardin, je suis en recherche de compost. Est-ce que vous en avez? Alors, on a Noémie qui a sûrement de mauvais souvenirs de l'année dernière. Comment lutter contre les limaces qui logent sur le paillage? Ouais. Donc ça, c'est une des problématiques du paillage. Évidemment, on a les avantages et les inconvénients. Tout n'a pas un avantage. Donc l'année dernière, ça a été une année extrêmement humide, ce qui a aussi amené le mildiou, par exemple. Et donc les limaces ont proliféré. Il y a eu une prolifération de limaces. Donc l'année dernière, c'est très compliqué pour tout le monde au niveau des limaces. Alors, il n'y a pas 36 façons de gérer les limaces. Quelque part, il y a deux philosophies. La première, c'est je veux créer une autorégulation dans mon jardin. Une autorégulation, c'est-à-dire que la nature elle-même va gérer le problème des limaces. Je vais toujours avoir des limaces qui vont manger une partie de mes cultures, mais ça va pas être un ravage. Ça va se limiter à un moment donné. Et donc pour ça, il faut installer des abris à hérissons, il faut installer des haies. Il faut avoir un peu de temps aussi. C'est-à-dire que cette solution-là, je vous la conseille quand vous avez un projet, quand vous avez un jardin, vous savez que vous allez rester dedans au moins 5 ans minimum, et idéalement un jardin quand même un peu plus grand, d'accord? Parce que dans un tout petit jardin, je prends l'exemple du mien, 50 mètres carrés, le mien c'est tout des murs, d'accord? Donc en fait, les limaces elles viennent se loger dans les murs tout partout, c'est une arène de limaces dans mon jardin. C'est pas possible pour moi de dire je vais attendre de l'autorégulation et je vais mettre des petits abris hérissons et tout ça va se gérer, les hérissons vont venir manger, etc. Par contre, quand vous avez un grand jardin, vous pouvez mettre des abris hérissons, des haies, vous pouvez mettre aussi des mares, enfin une mare en tout cas, les batraciens vont venir, les crapauds vont venir manger les limaces, et après vous attendez en créant un équilibre, c'est-à-dire que vous allez continuer vos cultures, si elles se font manger, vous en semez un peu plus, pour avoir plus d'abondance, vous pouvez créer des espaces de nature, c'est-à-dire qu'à côté de votre potager, vous avez un espace où vous avez des plantes sauvages. Il y en a même donc qui peuvent faire tout simplement des semis pour les limaces, c'est-à-dire que vous avez un espace potager, puis à un moment donné, pas loin, vous avez un espace avec de la laitue, vous semez de la laitue à la volée, vous en occupez pas, et puis les limaces vont venir en manger, puis si ça se trouve, vous allez vous aussi récupérer quelques laitues, donc c'est super, tout le monde est gagnant. Voilà, c'est une solution qui est bien quand on a plus d'espace. Sinon, quand on a moins d'espace, il y a différentes façons, il y a mettre des pièges avec de la bière, il y a venir la nuit, vous mettez une petite lampe, parce que c'est surtout la nuit qu'elles sortent, et puis vous récupérez toutes les limaces, et puis alors surtout, vous les jetez chez le voisin, parce qu'elles vont mettre du temps avant de revenir. Non, mais vous pouvez les enlever à la main. En fait, la deuxième philosophie, c'est vous choisissez d'être le prédateur de votre jardin, en tout cas celui des limaces. Vous faites le choix en conscience d'être un prédateur, d'accord? Puisque c'est pas un autre prédateur qui va venir manger les limaces, c'est vous. Alors, vous n'allez pas les manger, mais c'est vous qui allez les retirer.
d'accord? Donc soit à la main, soit avec des pièges à bière, soit bon, il y a des granulés qui peuvent être utilisés en agriculture biologique, qui sont assez efficaces, que vous pouvez trouver en magasin. Moi, j'utilise pas ça personnellement, ça reste chimique hein, évidemment, mais voilà, c'est des mesures efficaces. Voilà. Chacun après fait ses choix. Alors, on va maintenant du coup passer à la plantation. Il nous reste 3 questions. Yes, 3 questions, 1 minute. Suite à des travaux, la terre a été à nu plusieurs mois. Que faire maintenant pour pouvoir planter un peu cette année quand même? C'est la question de Fanny. Fanny, alors pour planter là, donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux préparer des semis en intérieur maintenant, d'accord? Pour après avoir des plants à repiquer au mois de mai, d'accord? Comme ça, tu auras le temps de préparer ta terre d'ici là. Donc, pour préparer, eh bien déjà, le paillage, c'est inévitable. Et le compost, ça serait vraiment sympa, d'accord? Donc, si ta terre est à nu, 3 étapes. Alors, souvent, une terre à nu, on va avoir pas mal de plantes sauvages qui vont pousser. Donc, première étape 10, ça va être désherber. Donc, désherber ce qui est présent. Ensuite, deuxième étape, décompacter. Donc, avec la fourche bêche, comme je l'expliquais, ou avec une brunette, on vient décompacter, mais surtout, ne retourne pas ton sol. Surtout, tu décompactes, tu remues d'un côté et de l'autre, et tu ne retournes pas ton sol. Simplement, tu le vois s'ouvrir un petit peu comme ça, se craquer, d'accord? Sur toute la surface de ton potager. Ensuite, tu ne marches plus dedans, une fois que c'est fait, évidemment. Tu mets une couche de compost ou éventuellement de fumier sur toute la surface de ton futur potager, donc, avec 5 à 10 cm pour le compost et 5 cm maximum pour du fumier. Et enfin, tu rajoutes du paillage. Et donc là, idéalement, comme j'expliquais, de la tonte séchée. De la tonte que tu vas tondre, tu laisses comme ça pendant 2 jours sécher un peu, et hop, tu passes au râteau et tu t'étales tout ça. Sinon, tu peux aller chercher un petit ballot de foin chez l'agriculteur du coin, ça se trouve assez facilement parfois, tu peux l'acheter, ça coûte peut-être 10 €, ça peut valoir le coup si tu n'as pas d'autre solution. Et donc tu laisses tout ça reposer, tu arroses un bon coup une fois que tu as fait tout ça, et après, arrivé au mois de mai, bah, tu pourras venir avec tous tes plants que tu auras fait pousser dans ta maison et puis en extérieur, pour les replanter dans ton potager. Il sera prêt. Génial. Colette demande, quand on a plusieurs variétés de tomates, conseilles-tu de les planter par variété ou bien de les mélanger? Alors, moi je conseille plutôt de les mélanger, tout simplement parce qu'on a une diversité qui se crée, qui permet d'avoir plus de résistance au niveau des maladies, puisqu'on a des variétés de tomates qui sont plus ou moins résistantes. Donc si jamais on a des attaques, telle ou telle maladie au milieu, eh bien, si on a des variétés plus résistantes à côté d'une moins résistante, les choses vont s'équilibrer, ça va moins se répandre. Donc d'un point de vue résilience au niveau de l'écosystème, je te conseille de les séparer. Après, si tu es dans démélanger. Ouais. Si tu es dans une logique de récupération de graines, honnêtement, c'est pas forcément gênant. Mais évidemment, tu as plus de risques qu'il y ait des mélanges au niveau des variétés. Donc si tu es dans une logique de vraiment, moi je veux travailler une variété, l'adapter à mon terrain, je veux avoir la super green zebra de Bachi par exemple, il vaut mieux quand même les mettre côte à côte pour être plus sûr qu'en effet les pollinisations se soient faites au niveau des mêmes variétés. Voilà. Si par contre tu aimes la tomate et que tu as envie d'avoir des variétés bien adaptées à ton terrain, mais avoir des mélanges de variétés au fil des années, mais d'avoir toujours des bonnes tomates, tu peux faire plutôt un mélange. Et dernière question avec Christelle. Donc, ça fait longtemps que je tente le potager, mais pour le plus grand plaisir des insectes, mais par contre pas de nos assiettes. Je suis vraiment en réflexion pour les serres autonomes. Donc du coup, peut-être qu'est-ce que tu penses des serres autonomes, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions peut-être moins coûteuses? Ouais. Ça coûte un bras, hein. Ça coûte un bras, les serres autonomes, ça coûte vraiment cher. Alors que une bonne formation en ligne pour cultiver un vrai potager, c'est moins cher. Non, sans déconner, les serres autonomes, quand on est en agriculture urbaine, sur des toitures, sur des choses comme ça, oui. Enfin, en tout cas, pourquoi pas. Vraiment, c'est une solution intéressante. Quand on a un jardin, quand on a de la terre, c'est vraiment dommage de faire une serre autonome ou de travailler comme ça sur de l'hydroponie ou de l'aquaponie, parce que on va répondre à un besoin qui est se nourrir, d'accord. Mais en fait, on va complètement se couper de l'environnement, donc on va pas du tout favoriser la biodiversité en faisant ça. Et en plus, on va dépenser de l'énergie, parce qu'on va devoir utiliser des serres autonomes, c'est très électrique, on va nous dépenser de l'électricité, on va utiliser pareil dans la construction des matériaux rares parfois, et donc c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour au final avoir une production, même en termes de goût, qui n'est pas forcément très intéressante, qui n'est pas forcément non plus très importante comme production. Donc voilà, si on est sur un jardin si on est sur un terrain qui est hors sol dans la ville, oui, pourquoi pas une serre autonome. Si on a un jardin avec de la terre et du soleil, etc., faut faire un potager naturel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour éviter les insectes?
du moins éviter qu'ils mangent tout. Pour éviter les insectes, voilà, ce que je recommande, c'est de travailler avec des protections. Hein. On va pouvoir utiliser des protections au potager pour aider les plantes qu'on veut cultiver à se développer. Il n'y a pas de souci à ça. Donc ça peut être le long des potagers, venir mettre des petits arceaux et puis venir mettre des petits voiles, des voiles pour protéger des oiseaux, pour protéger certains insectes, pour que les légumes en dessous se développent très bien. Et puis on peut aussi utiliser, à partir du moment où on est dans une logique de récupération, des petites bâches, comme les bâches de serre, d'accord, des petites bâches de tunnels, mais pour faire des mini-tunnels au-dessus de nos potagers, notamment dans la technique un potager de 1 mètre. On vient faire nos semis, on vient faire les plantations, et puis ensuite on vient mettre cette petite bâche. Oui, c'est du plastique. Après, l'idée, c'est de la récupérer chaque année. Et donc, c'est un achat puis on réutilise. C'est pas quelque chose d'éphémère. Et donc, on utilise principalement au printemps et puis à l'automne cette technique-là pour venir protéger le potager des oiseaux et de certains insectes, etc. Et augmenter la température, puisque c'est la température qui donne la vitesse de croissance des plantes. Donc on augmente la température et on a des légumes qui poussent plus vite. Et une fois qu'ils ont bien poussé, hop, c'est bon, on peut enlever cette protection-là, cette bâche, et là les légumes vont être beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants, et ils vont savoir tenir. Puisque c'est souvent ça, les légumes qui sont mangés, c'est les légumes qui n'ont pas encore été assez développés. Quand ils sont encore des jeunes plantules, c'est là où ils sont les plus faibles, c'est là où les insectes vont venir les manger. Voilà, ma voix est vraiment en train de se terminer. Et ça tombe bien, c'est aussi la conférence qui est en train de se terminer. Voilà, bon, super. En tout cas, je propose de faire un petit tour très rapide de fin, là, me donner un petit peu vos impressions, comment vous avez pu vivre cette conférence. Et puis, en tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir d'être là avec vous ce soir. Puis merci Bérénice beaucoup pour avoir été là, pour avoir su transmettre vos questions et être soutenante aussi. Pas être seul, parce que vous savez, en attendant, sinon, quand on fait les conférences en ligne, parfois on est seul dans son bureau, bon, c'est pas toujours facile. Hein. Quand on n'a pas une Bérénice sous la main. Quand on n'a pas une Bérénice sous la main, voilà. Je vous conseille de tous avoir une Bérénice sous la main. Appelez Bérénice. En plus, je suis pas très grande, je peux tenir sous la main vraiment. Ça va. Du coup, il y a Christelle qui nous dit merci, j'ai appris plein de choses. Véronique, merci, ça fait du bien. Bon condensé pour réviser les basiques. Fanny, merci beaucoup. Sébastien, merci, un vrai plaisir de suivre cette conférence. Annie, vous êtes passionné. Stéphanie, merci, très intéressant. Avec joie, avec grande joie, c'était vraiment un plaisir. Et puis, du coup, moi personnellement, je suis très contente de voir vos retours très positifs et je m'explique aussi. Ouais, super, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, on vous enverra le replay de la conférence. On est à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des idées de projets pour chez vous, etc. Bien sûr, on est là aussi pour vous accompagner dans la permaculture, dans la conception de vos espaces. La formation en ligne est toujours disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des questions par mail. Vous pouvez nous appeler. Alors pas maintenant parce que là on va plutôt aller se reposer, mais vous pouvez nous appeler. Sinon, le numéro est sur le site internet. Vous tomberez soit sur moi, soit sur Bérénice. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on vous invite également à rejoindre notre communauté. Je sais pas si tu as mis. J'avais mis un peu plus. Voilà. Bérénice va vous renvoyer le lien pour rejoindre la communauté. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont dans la communauté qui sont ici. Vous pouvez poser toutes vos questions et du coup Louis y répond pareil avec plaisir et passion. Voilà, et puis voilà, merci beaucoup encore à toutes et à tous. Et puis sûrement à une prochaine fois, on essaiera de refaire ce genre de conférence pour vous donner des informations au fil de l'année. Voilà. Salut, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.